Bonsoir à tous, bienvenue à la une de ce journal. Grève à l'hôtel de ville de Libreville. La crise semble se décrisper après plusieurs mois de négociations avec le gouverneur de l'Estuaire. L'heure est à l'apaisement. Sortie des partis politiques de l'opposition, Réagir, l'UN et le PRC, ils dénoncent une organisation unilatérale par le pouvoir de la concertation politique. Et puis, 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se tiendra le 18 et 19 février 2023 à Addis Abeba en Éthiopie. Plusieurs dossiers vont être abordés lors de cette rencontre. Front social en ouverture de cette édition d'information. Assemblée générale avant hier mardi des syndicats de la mairie centrale de Libreville. Il s'est agi de faire le point des travaux des négociations avec le gouverneur de l'Estuaire. Le point avec Jessica Ondjoa. Le combat est presque arrivé à son terme. La restitution des travaux de la médiation était l'objet de l'Assemblée générale des agents de la mairie de Libreville. Aujourd'hui, l'obtention de la grille indiciaire fait le bonheur de ces travailleurs. Nous avons pu obtenir la nouvelle grille indiciaire. Les syndicats des mairies qui, pendant plusieurs mois, étaient en négociation avec les plus hautes autorités face aux 11 points inscrits dans le cahier de charges, se sont réunis au sein de leur administration pour prendre connaissance de l'état du dossier soumis au gouverneur de l'Estuaire. Février 2022, février 2023, un an déjà d'une longue attente qui n'a pas pu empêcher aux uns et aux autres de garder espoir. Je vous assure, si on n'aurait pas pris la décision de nous lever, nos salaires seraient menacés. Donc il faut vraiment vous remercier, vous qui êtes là, qui venez souvent. Ce n'est pas nous, mais c'est beaucoup plus vous. Donc les chers collègues, restons mobilisés. Restons mobilisés pour ne pas vous tenir longtemps. Vous savez ce qui a été obtenu, c'est la grille qui est acte, la grille indiciaire. C'est une grille de droit commun. Mais M. Ali, si nous suit, ses enfants ont eu raison de se lever parce qu'il s'agit de la grille indiciaire qui est une grille de droit commun qui existe déjà ailleurs chez les autres fonctionnaires et nous avons des salaires de misère. Je crois que le président de la République nous suit. Et il dira à ces gens-là de vite appliquer ça, sinon c'est la guerre ici là. Nous avons suspendu la grève, elle n'est pas levée, elle est suspendue. Donc c'est à nous de comprendre. Nous devons aller dès la semaine prochaine certainement, parce que là-dedans il y a trois partenaires sociaux qui doivent aller dans une commission restreinte pour les postes financières et le dégraissage et faire en sorte aussi qu'il y ait la mobilité des agents publics, la mobilité des agents. Il n'y a pas tel qui a un titre foncier à tel endroit. Au terme des conclusions, les travaux de la médiation qui ont duré pendant plus de 5 mois portent les fruits qui réjouissent peu à peu les agents municipaux. Politique à présent, attendue à la table les discussions pour la suite de la concertation politique. Hier mercredi, les partis de l'opposition, l'Union nationale, Réagir, parti Réveil citoyen plutôt fait une sortie médiatique. Il dénonce l'organisation unilatérale par le pouvoir, loin des objectifs visés. Plus de détails avec Estelle Amvan. Si ces organisateurs ne se donnent pas les moyens de recentrer leur démarche dans l'intérêt du Gabon et du Gabon seul, nous pensons qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et que pour le moment, plutôt que de nous éloigner de l'objectif comme c'est le cas, nous devrions nous donner les moyens de revenir à l'essentiel. L'intérêt national le commande. L'Union nationale, Réagir et le PRC font partie des formations politiques et ont déposé des mémorandums sur la table des autorités en guise de propositions pour des élections apaisées. Autre point de contestation de ces trois formations politiques, la composition des délégations. Selon le président de Réagir, la liste retenue par le ministère de l'Intérieur n'est pas représentative au regard des enjeux et l'objectif principal de la concertation qui n'est autre que la question électorale. Je vous propose de suivre un extrait de sa déclaration. Pour ce qui concerne l'opposition, nous constatons
que la liste de ce camp politique est la juxtaposition de 33 formations politiques distinctes. Certains parmi ces partis politiques sont représentés au gouvernement. D'autres affichent leur soutien au chef de l'État, se réclament du centre, où figure au nombre de la trentaine des partis politiques légalisés par le ministre de l'Intérieur il y a quelques semaines seulement. Nous comprenons désormais pourquoi. Comme dans le cas du CGE, cette liste a été composée par le ministre de l'Intérieur, par ailleurs membre de la délégation de la majorité, et donc juge et partie en violation de son obligation de neutralité dans un tel contexte. Autant le critère de la représentation nationale est important, autant il aurait été judicieux de privilégier en termes de représentativité non seulement les partis politiques qui ont demandé cette concertation, mais aussi et surtout ceux qui ont travaillé sur la question, démontrant ainsi une expertise avérée, d'autant que les discussions porteront sur les travaux réalisés par ces derniers. Malheureusement, nous assistons à l'organisation d'une foire politique. Pour ce qui concerne la majorité, nous sommes surpris par la composition de sa délégation, qui renferme, entre autres, le ministre de l'Intérieur, ainsi que les présidents des deux chambres du Parlement. Seul manque à l'appel, dans ce camp, Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle, ce qui dénote de l'existence d'un agenda caché. La question sur les élections apaisées au Gabon en août 2023 était au centre de l'entretien entre Alexandre Mbaoundo du service politique de la rédaction de TV+, et Roland Djakou. C'était lors de notre édition d'information du 13h. Je vous propose de suivre un extrait. Voilà, vous suivez cette actualité pour nous, vous qui faites partie du desk politique de notre rédaction. Vous êtes bien sur ce plateau pour nous parler de cette concertation politique au regard de tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Est-ce qu'on peut parler d'une élection apaisée en août 2023 ? Roland, je n'aimerais pas jouer à l'oiseau de mauvais augure, mais nous avons l'impression que tous les ingrédients sont réunis pour que cette concertation accouche des mauvais enfants. D'abord, nous avons une opposition qui est divisée. Nous avons l'IPADES qui tire sur l'APG 41. Il n'y a pas plus tard qu'hier, le président Manganga Moussavou est sorti de son silence. Comme on l'a d'ailleurs vu dans le reportage. Il remettait en question la gestion normalement de la Cour constitutionnelle. Pour le président du PSD, le juge constitutionnel n'est pas là pour faire dans la sensibilisation. Le juge constitutionnel est là pour lire le droit. Donc, en quelque sorte, pour le président Manganga Moussavou, le rôle joué par la Cour constitutionnelle est inapproprié. C'est-à-dire que, au risque de me répéter, tous les ingrédients sont réunis pour que nous n'ayons pas une élection apaisée en 2020. Est-ce qu'on ne peut pas dire là, Alexandre, que le problème vient justement du camp de l'opposition ? Effectivement, Roland, nous assistons à deux oppositions. Je ne voudrais tirer sur personne, mais nous avons quelque part une opposition de vente et une opposition quelque part déterminée. C'est au peuple gabonais maintenant de déterminer qui est réellement cette opposition. Parce que ici, le peuple gabonais a besoin d'une démocratie réelle. Depuis 1990, nous avons des élections où il y a toujours eu contestation, où il y a toujours eu remise en question des résultats. Cette concertation est venue à point nommé. Mais nous, on a l'impression aujourd'hui que chacun essaie de tirer la couverture de son côté, comme on a l'habitude de dire à la maison, oui. La couverture de son côté, au détriment du Gabonais lambda, qui souhaite que ces conditions de vie soient améliorées, qui souhaite que nous vivions une réelle alternance au Gabon. Malheureusement, les uns vont prévaloir leurs intérêts personnels. Les intérêts personnels du camp de l'opposition, ils ont eu plusieurs délais pour pouvoir présenter des listes sur la table du ministre d'État en charge de l'Intérieur afin de continuer à participer à cette concertation politique. À l'ouverture, on a vu quand même toute la classe de l'opposition présente au Palais Rénovation en présence du chef de l'État, Ali Bongo. Ben oui, effectivement, l'objectif était ici, effectivement,
de trouver un modus operandi qui permettrait effectivement que nous ayons une élection apaisée. Activité présidentielle, le président gabonais Ali Bongo a reçu hier Sa Majesté le roi Mohamed VI en visite au Gabon. Les deux personnalités ont abordé les sujets d'intérêt commun, d'ordre international et la coopération bilatérale. Arline Nzila et Barthel Boisse de la presse présidentielle. Cette rencontre entre le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et Sa Majesté, le roi Mohamed VI, au palais présidentiel, traduit ici le caractère exemplaire d'un partenariat riche ainsi que d'excellentes relations d'amitié qu'entretiennent le Gabon et le Maroc. L'entretien du jour entre le chef de l'État gabonais et son ami frère, le souverain chérifien, a été l'occasion d'aborder les questions de coopération bilatérale entre Libreville et Rabat. Une coopération dynamique et agissante sud-sud qui se traduit dans plusieurs secteurs tels que l'enseignement supérieur, le commerce, la santé et bien d'autres. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités se sont félicitées de la convergence de points de vue, notamment sur les questions de paix et de sécurité. Libreville et Rabat, c'est aussi d'excellents rapports politiques qui se reflètent sur le plan économique. Avant son départ du palais présidentiel, l'hôte du chef de l'État gabonais a livré un don de 2000 tonnes d'engrais à offrir aux petits agriculteurs gabonais. 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La rencontre s'ouvre samedi à Addis Abeba en Éthiopie. Au nombre des dirigeants attendus, le président Ali Bongo. Au menu de cette rencontre, la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Bienvenue Miko et Fredjous Ameke. Addis Abeba, siège de l'Union africaine. L'organisation continentale ici s'apprête pour le 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres. Pour cet événement prévu les 18 et 19 février, experts et ministres en charge des dossiers ici sont à pied d'œuvre. La rencontre de la capitale d'Éthiopie porte sur l'accélération de la mise en place de la zone de libre-échange continentale dans un contexte marqué par les répercussions de la crise ukrainienne et la persistance des conflits armés sur le continent. Plus de 30 dirigeants d'Afrique sont attendus à cette rencontre annuelle, dont Ali Bongo Ondimba, le président de la République. Le leader du Gabon et ses homologues, membres de l'organisation continentale ici, devraient s'accorder sur la mise en place de cet espace commercial. Initialement prévu le 1er juillet 2020, l'ouverture de la zone de libre-échange continentale a été repoussée avec la fermeture des frontières du fait de la pandémie de Covid-19. Au-delà des entretiens qu'il devrait avoir avec ses pairs en marge des travaux de ce sommet, le chef de l'État arrive ici avec une volonté affirmée pour apporter sa pierre à l'édifice de cette zone commune de libre-échange de plus d'1,3 milliard personnes qui représente 15% des échanges commerciaux en Afrique et potentiellement le plus grand marché mondial avec des retombées bénéfiques à l'économie gabonaise. La suite de cette édition d'information, le Gabon va prendre la présidence tournante de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La passation de pouvoir entre le président Félix Antoine Tshisekedi et Ali Bongo sera l'un des temps forts de la 22e session de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CEAC prévue ce samedi 25 février à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le récit avec Sidel Animal. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba prendra pour la seconde fois la présidence tournante de la CEAC. Son dernier mandat en tant que président de l'organisation de 2015 à 2020 a été marqué par l'aboutissement d'une réforme institutionnelle qui devait révolutionner le fonctionnement de l'organisation sous-régionale. La CEAC, dans la perspective d'une meilleure fluidité des échanges entre les États, s'est investie dans la modification de son traité. Cette réforme résulte du constat de l'instabilité politique et sécuritaire de certains États membres et de l'intégration régionale en Afrique centrale au sein de la CEAC qui reste mitigée par rapport à d'autres communautés économiques régionales telles que celle de l'Afrique de l'Ouest. Les échanges commerciaux déclarés au sein de la zone CEAC ne dépassent pas les 2%, soit le niveau le plus faible de toutes les communautés économiques régionales reconnues par l'Union africaine. La libre circulation des biens et des personnes s'applique seulement partiellement entre certains États, une réalité qui ne reflète pas le potentiel de la CEAC qui compte 11 États membres,
et une population d'environ 187 millions d'habitants. Cependant, la réforme institutionnelle mise en place par la CEAC traîne à prendre à cause des différends qui existent entre les États membres. Aujourd'hui, un conflit entre la RDC et le Rwanda perdure, ce dernier accusé par Kinshasa, l'ONU et d'autres instances internationales d'armer et de financer le groupe rebelle M23, qui est à l'origine de dizaines de milliers de morts dans l'est de la RDC. Inauguration avant-hier au quartier, d'une nouvelle agence du groupe d'assurance AXA Almadine. Objectif, se rapprocher de la clientèle et accroître son chiffre d'affaires. Jessica Andjoa nous en dit plus. La coupure du ruban a constitué l'ouverture de la cérémonie d'inauguration de l'agence AXA Almadine qui a ouvert ses portes à lui dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Une nouvelle offre de service voit le jour à cette occasion. Ceux-là même qui ont décidé de faire confiance à ce groupe, nous avons une fois de plus ouvert une agence afin de pouvoir proposer nos services. Aujourd'hui, nous savons que la digitalisation a pris de l'ampleur sur les marchés mondiaux. Donc, au travers de cette application mobile, nous allons proposer à des prospects des services d'assurance. Pour le moment, nous sommes sur l'automobile, mais nous allons développer un peu plus d'avantages. Les objectifs en général, c'est de développer son chiffre d'affaires, mais c'est aussi d'avoir plus de parts de marché. Dans sa stratégie de déploiement et son souci d'être plus proche, AXA Almadine a pour ambition de promouvoir ses biens et services afin de répondre aux besoins de sa clientèle. AXA s'agrandit, c'est effectivement l'objectif, l'ambition du groupe, de pouvoir se déployer dans l'ensemble de nos localités. Je disais tantôt dans mon entame du discours que nous avons l'ambition effectivement de nous établir à Rwanda d'ici quelques mois et avec d'autres ambitions, bien entendu, d'aller plus loin. Ça nous fait la 7e ou 8e agence, je crois. On a une à Port-Gentil, on a 2 sur Libreville. Ça, c'est les espaces conseils. En fait, il faut comprendre qu'il y a des espaces conseils et des agents généraux. Voilà. Ici, en fait, on est dans agents généraux. Voilà. Donc, en principe, tout ça, ça concourt à naturellement accroître le chiffre d'affaires d'AXA Gabon. Santé, assurance automobile, assurance entreprise, les offres de l'agence AXA augmentent au fil du temps. La cérémonie d'inauguration s'est achevée par une ambiance festive. Actualité internationale, David Malpass claque la porte de la Banque mondiale. L'ancien président avait déjà annoncé son intention d'abandonner ce poste il y a une semaine. Les raisons de sa démission dans ce récit signé Ralph Lenyongo. Hello everyone. Américain âgé de 66 ans, David Malpass, le 13e président de la Banque mondiale, a annoncé au conseil des directeurs son intention de quitter ce poste qu'il a tenu pendant 4 ans. La Banque mondiale est fondamentalement solide, financièrement viable et bien placée pour accroître son impact sur le développement face aux crises mondiales urgentes, a-t-il déclaré. Il a ajouté qu'il y voit une opportunité pour une transition de directeur en douceur et qu'il compte poursuivre de nouveaux défis tout en remerciant tout le personnel et le conseil d'administration. David Malpass s'est, au cours des 4 années de son mandat, concentré sur la recherche de politiques plus fortes pour augmenter la croissance économique, réduire la pauvreté, améliorer le niveau de vie et réduire le fardeau de la dette publique. En poste depuis avril 2019, suite au choix de l'administration Trump, dont il était le sous-secrétaire au Trésor chargé des affaires internationales, l'économiste qui avait été nommé pour 5 ans écourte donc son mandat. Sans avoir donné de véritables raisons de sa rénonciation au poste de président de l'institution de Bretton Woods, il faut préciser qu'il était critiqué pour son manque de volontarisme dans la lutte contre le changement climatique, refusant de faire le lien entre la production d'énergie fossile et la hausse des températures. Il était aussi sous pression des pays actionnaires pour réformer la plus grande banque multilatérale de développement au monde. Rappelons qu'en février 2019, l'ancien président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, nommé par Barack Obama, avait déposé sa démission suite à de nombreuses critiques des États membres, disant qu'il n'était qu'au service des États-Unis, favorisant l'influence de ce pays et celui de ses alliés dans l'institution.
Les pays membres dénonçaient aussi la très faible représentation de position des pays dits du Sud dans les prises de décision. Si le conseil d'administration de la Banque mondiale est censé élire son président pour un mandat de 5 ans, une règle tacite impose en réalité que ce poste soit réservé à un représentant des États-Unis directement désigné par le président états-unien au mépris de tout principe démocratique. Depuis 1946, 12 hommes ont été nommés au poste, tous de nationalité états-unienne. Au Nigeria, à présent, des manifestants ont attaqué hier mercredi des distributeurs de billets et bloqué des routes dans 3 villes du pays où de nouvelles violences se sont déroulées face à la pénurie de billets de banque et de carburant. Récit de Sidel Animal. Des éclats de verre sur le sol, provenant d'écrans de distributeurs de billets saccagés. À coups de pierre, les populations ont déchaîné leur colère sur les différentes banques à Benin City, Ibadan et dans l'état du Delta. Le Nigeria est en proie à une pénurie de billets libellés dans la monnaie locale, le Naira, depuis que la Banque centrale a commencé à changer les anciens billets pour de nouveaux redessinés. Les banques ont limité les retraits bancaires en raison de la rareté des nouveaux billets et certains commerces refusent les anciens, entraînant de longues files d'attente et une perturbation des activités commerciales. Ces violences se sont produites à 10 jours de l'élection présidentielle dans un pays où les habitants sont déjà en proie à des pénuries fréquentes de carburant. Après les heurts, le président Muhammadu Buhari a annoncé qu'il avait donné son approbation à la Banque centrale du Nigeria pour que les anciens billets de banque soient remis en circulation et qu'ils soient également autorisés à circuler comme monnaie légale avec les nouveaux billets jusqu'au 10 avril 2023. En octobre, la Banque centrale avait subitement annoncé changer les billets de banque et décidé que les anciens billets ne seraient plus valables fin janvier. Elle a ensuite repoussé la date au 10 février, face aux pénuries et sous la pression populaire. Près de 100 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire un successeur au président Muhammadu Buhari, qui finit son 2e mandat avec un bilan marqué par une insécurité rampante et une grave crise économique. Un mot de sport avant de refermer ce journal. Le Gabon renoue avec le tournoi de Montaigu. Après 10 ans d'absence, l'équipe gabonaise des Panthères, version de moins de 16 ans, doit prendre part à ce tournoi qui aura lieu en avril prochain. Plus de précisions avec Herman Malaga Moussavou. Fin de la 2e phase de détection des joueurs des Panthères du Gabon U16 qui prendront part à la 50e édition du tournoi de Montaigu prévu en avril prochain. Lancé en janvier dernier par la direction technique de la Fédération gabonaise de football, ces 40 jeunes venus de Libreville, Ovendo et Akanda qui ont été présélectionnés sur 500 présentés au départ. Seuls 23 au finish seront retenus pour constituer l'équipe des Panthères qui défendra les couleurs du vert jaune et bleu durant ce tournoi et ce 10 ans plus tard. Cette sélection sera en casernement à partir de ce 20 février 2023 au centre technique de Bikele afin de peaufiner sa préparation et s'envoler pour le tournoi entre le 31 et le 1er avril prochain où elle lancera son tournoi le 2 avril face à la République tchèque avant d'affronter respectivement le 4 et 6 avril le Portugal et le Japon. Guy Blaise Ngamanda et tout son staff auront la lourde mission de représenter valablement le Gabon durant ce tournoi qui aura permis par le passé de révéler des talents gabonais tels que Shiva Starnziou, Don Marcolino et Stéphane Guéma qui ont valablement représenté la nation gabonaise et marqué positivement l'histoire du football gabonais. À l'heure où la formation et le suivi des sélections au Gabon restent un problème majeur, nous espérons que ces jeunes seront bien accompagnés, même après ce tournoi, afin de constituer un vivier important pour la sélection nationale des Panthères A. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programmes sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.